Dr Marco Pignatti vient de Carpi. Il est un dermatologue. Ils sont en train de changer les diapos. Il est un dermatologue différent par rapport aux autres parce qu'il va traiter les pathologies de la peau en ayant l'intestin comme point de départ. Il a inventé et organisé la dermobiotique dont il va nous parler. Il s'agit d'une personne assez sensible. Il fait également de médecine esthétique. Il s'occupe de la beauté extérieure en partant de la beauté intérieure. Donc, les diapos sont prêtes et je laisse le micro à monsieur le docteur Pignat. Bonjour à tous. Je remercie Madame Di Modugno qui m'a invité ici et Sandro Santolin qui habite avec moi à Carpi, qui est ici aujourd'hui avec Pale Primus. Bon, après, on lui laissera la parole. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un voyage de 5 étapes qui vont partir du début et qui arrivent jusqu'au fond. Et on part du cerveau et on arrive jusqu'à l'intestin en passant toujours par la peau. Parce que les systèmes complexes, ce ne sont pas seulement la juxtaposition des parties, mais comprendre les parties n'est pas suffisant pour comprendre le tout général. Il y a des relations entre les parties qui vont créer notre système. Donc, on va partir par des pathologies psychosomatiques. Il y a des pathologies qui sont liées, ça c'est sûr, à la psyche. Ça, c'est un livre du professeur Bassi qui était médecin-chef en dermatologie à Modena. Un livre qui m'avait fasciné parce que ça voyait la liaison entre la psyché et les maladies de la peau. La peau, c'est un organe qui a énormément d'implications psychologiques. C'est une barrière de contact. Donc, c'est un oxymore. Donc, c'est une barrière qui nous délimite et qui nous rend une unité. C'est la limite entre nous et l'extérieur. Et donc, c'est une barrière contre les agents nocifs. Il nous donne l'idée d'un individu délimité, mais aussi un organe de contact. Ça nous permet d'avoir des relations avec le monde extérieur et ça représente ce que les autres voient de nous. Et cela est modifié selon des différentes expressions de notre individualité, c'est-à-dire, par exemple, la rougeur, la pâleur, la transpiration. Par exemple, moi, j'ai une transpiration aux mains parce que j'ai vraiment une émotion énorme. Et la médecine esthétique est faite pour ça, pour exprimer ce que nous voulons exprimer avec notre peau, pour faire pas voir le vieillissement, montrer quelque chose avec notre peau. Bon, par exemple, avec les tatouages et la cosmèse, qui a des racines très anciennes. Donc, ce psychiatre et dermatologue dans les années 70, en étant soit psychiatre, soit dermatologue, avait vu la liaison qu'il y a entre des agents de stress. En voyant le temps qui passait entre le stress et une modification cutanée. Ça pourrait être une chose avec très peu de temps ou avec beaucoup plus lié, par exemple, pouvait être une chose liée 100% au stress et ça arrive en seulement des secondes, tandis qu'il y a des pathologies qui ont besoin de 2 semaines, par exemple l'alopécie, dès le stress jusqu'à l'apparition. Par exemple, l'urticaire et l'allergie sont des maladies psychosomatiques, donc ils ont le stress comme facteur déclenchant. Si on a par exemple des difficultés à exprimer la colère, la dépression, l'anxiété, donc certaines choses peuvent être des effets des pathologies, mais sûrement on sait qu'il y a des stress qui sont par exemple des causes, et ça arrive aussi pour l'eczéma, la dermatite atopique. Il y a des émotions qu'on appelle émotions de feu qui arrivent à la surface. Donc, ce sont des énergies qui voudraient émerger, mais sont empêchées de se manifester. Donc, ça arrive aussi dans le contexte social. Par exemple, il y a des familles qui sont dysfonctionnelles. Par exemple, il y a des problèmes avec les relations avec la maman
Par exemple, l'acné, c'est une autre maladie psychosomatique. Par exemple, dans les ados, c'est une période difficile et donc il y a une vision, différente de son corps parce qu'il change. Et donc il y a une anxiété et c'est pour cela qu'on a une acné. Le psoriasis arrive toujours après un deuil important. Et on essaie, par exemple, de construire une armure par rapport aux autres. Bon, voyez où arrive sur la tête, aux genoux, où les armures des soldats, il y avait des protections plus importantes. Donc, le corps veut créer cette protection autour de lui. Et les maladies auto-immunes, par exemple l'alopécie, le vitiligo, sont des maladies liées au deuil, au stress, aux des ruptures, aux difficultés scolastiques, par exemple des stress positifs aussi, la naissance d'un petit frère, mais ça c'est sûr lié à des moments de stress. Cela, c'est l'erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui. Et Platon l'avait dit il y a 5 ans avant la naissance de Jésus-Christ, mais c'est l'erreur aussi aujourd'hui de séparer l'âme du corps. Tandis que la psychoneuroimmunologie, dont nous a déjà parlé mon collègue Biava, nous dit que les systèmes de notre corps sont interliés. Le système psychique, les systèmes nerveux sont toujours liés. Ça, c'est un livre pas technique d'un journaliste que j'ai lu dans les années de ma thèse finale de mon mémoire que j'avais fait avec le professeur Franceschi qui m'avait fasciné, cette connexion. Dans cette année, on allait découvrir ça et on le découvrait sur la base des médiateurs. Les mots que ces organes se passent, ce sont des neuromédiateurs, ce sont les cytokines et c'est le système immunitaire, le système endocrinien. Ils communiquent avec ces mots communs. La peau, c'est un organe PNI. Oui, ça c'est sur la peau. Les cheveux sont innervés, vascularisés. Et il y a tous les récepteurs et les transmetteurs pour les hormones et les cytokines et eux-mêmes les produisent. Et les neurotransmetteurs sont liés dans les fonctions cutanées, par exemple vasodilatation. Et après, on va voir les maladies dont on a vu la seconde étape de notre voyage. Dans toutes ces pathologies, on a trouvé des altérations de certains médiateurs. Par exemple, l'histamine de l'urticaire. Et ici, on a vu un grand intérêt de la part de la recherche de ces années parce que ça, c'est le target précis pour les maisons pharmaceutiques. De cette façon, on peut agir directement sur la maladie en changeant, par exemple, ces cytokines, par exemple, dans l'eczéma. Je ne vais pas entrer dans les détails. Par exemple, dans l'acné, on a vu il y a l'influence de certaines hormones et donc pour guérir, on peut éliminer ces hormones. Et aussi, il y a des gens avec l'acné qui sont traités avec des médicaments hormonaux. Donc, les cytokines ont été changées. Par exemple, dans le psoriasis, toute la recherche des dernières 15 années de la psoriasis a été centrée sur le PS-alcool, sur les molécules pro-inflammatoires pour les changer parce que ce sont des choses que les maisons pharmaceutiques peuvent trouver quelque chose à faire. Donc ça, c'est la direction qui a prise la recherche. Les maladies auto-immunes aussi ont des neurotransmetteurs, des cytokines et des hormones qui sont liés. Et donc, les patients arrivent certaines fois avec des différentes questions, mais ça pourrait pas être quelque chose que je mange. Ils ont la sensation que les choses qu'ils mangent soient à la base de leur maladie. Et donc, le dermatologue ne veut pas entendre ces mots parce que, bon, il s'occupe de la peau, donc il a énormément de médicaments
Donc, il n'y a vraiment pas de recherche en cette direction, mais dans les faits, c'est ça en réalité. Parce que, par exemple, les pathologies pour lesquelles les patients pensent qu'il y a une liaison avec la nourriture sont les principales que l'on a vues être dermatoses et psychosomatiques, sont les mêmes pour lesquelles le patient dit « Ah, ça peut être quelque chose que je mangeais ». Donc, on va le voir, l'urticaire, les allergies sont liées à la nourriture. Donc, on va voir s'il y a, par exemple, des éléments communs. Donc, on a fait des tests pour voir s'il y avait des événements qui liaient ces pathologies. Mais notre but était de chercher l'ennemi, l'aliment ennemi pour l'éliminer. On a fait des tests RAST sur la peau, donc on a fait les tests pour les intolérances et on les a trouvés. Mais quand on a éliminé ces aliments, juste quelques moments après, le problème s'est représenté une autre fois. Il mangeait plus ces aliments, ça allait mieux, mais après, il développait des autres intolérances. Il avait les dermatites liées au gluten, il y en a. Par exemple, ce sont des pathologies qu'en enlevant le gluten sont soignables. Donc, il y a dans certaines pathologies, on a trouvé des liaisons avec le gluten. On peut l'éliminer. Mais en réalité, surtout dans les sujets avec une allergie, s'il y a une intolérance et on enlève le gluten, après on peut développer une allergie qui peut être beaucoup plus sévère, peut nous amener à un choc anaphylactique que l'intolérance ne portait pas. Donc ça, c'est pas la solution de la dermatite atopique. Il y a sûrement un lien avec les aliments. Donc c'est une maladie peut-être avec une allergie, mais pas pour l'allergie. Dans l'acné, il y a il y a notre régime qui change. Par exemple, les hydrates de carbone, donc il y a des déséquilibres des oméga 6 et oméga 3. Dans le psoriasis aussi, il y en a énormément. Par exemple, la recherche et les sciences ne nous donnent pas des réponses. On essaye, par exemple, avec... Ça, c'est un livre très célèbre entre les malades des psoriasis, pas considéré par les diétologues. Donc, les patients essayent avec les soins du monsieur Pagano, en essayant de faire ces régimes, d'avoir une situation meilleure. Dans tous ces travaux de la Scandinavie, on essayait de changer la perspective pour voir ce qui s'est passé. Donc la nourriture, c'est pas l'ennemi qui va causer les intolérances, mais il répond aux signaux d'excès de certains éléments avec une inflammation. Inflammation qui nous mène aux pathologies. Donc on ne doit pas chercher l'aliment et l'éliminer parce qu'il y aura quelque chose d'autre juste après qui nous donnera des autres problèmes. Parce que la nourriture, c'est ce que nous mangeons, ça ne peut pas être une ennemie. On ne peut pas... Donc, la nourriture qu'on a mangée pendant des siècles, avec un rapport toujours différent, sans avoir aucun problème. Donc, la psychoneuroendocrinologie, donc le même auteur, 20 ans d'années après, il a publié un autre livre et qui m'a beaucoup fascinée. Donc, c'est le livre La saggezza del secondo cervello. Donc, c'est un équilibre entre deux cerveaux. C'est quoi ce deuxième cerveau? C'est l'intestin, dont il parlait. Et donc c'est quoi le premier en réalité? Donc, le cerveau, c'est vraiment le premier cerveau ou il est le deuxième, le second? Donc, l'intestin est beaucoup plus ancien par rapport au cerveau que nous considérons comme le premier cerveau. Donc, le premier organisme, ce sont des protozoos. Ils ont une bouche, un anus, ils ont des tentacules pour boucher. Mais c'est seulement un intestin. Et c'est le premier qui se développe dans l'embryon. Quand la cellule est fécondée, ça commence à la division. Dans la gastrulation, la première chose qui se passe, c'est avoir une gastrula. Quand on aura une bouche, après ça reste l'anus et après le cerveau va se développer à côté de la bouche. Mais c'est tout au début de
gastrulation, donc l'intestin est un organe plus ancien. Donc les deux cerveaux, ça c'est sûr, sont liés. Et la santé se base sur l'équilibre entre ces deux cerveaux qui parlent l'un avec l'autre tout le temps, avec les neurotransmetteurs et les neuropeptides. Donc cette connexion bidirectionnelle a été vue avec des études scientifiques. Si on a un traumatisme crânien, il y a un collapsus de la membrane intestinale et la quantité de sel gastrique dépend d'agents épitogènes injectés dans le cerveau. Par contre, s'il y a une inflammation des intestins, il y a une baisse de la seuil de l'épitogène. Donc tous ces sont les causes de l'épilepsie. Donc, les médiateurs intestinaux, la ghreline, la gastrine, la sécrétine, ont une action dans la régulation de la transmission de signaux au niveau du système nerveux central. Et les neurotransmetteurs que l'on voit comme des substances du cerveau, la sérotonine, la mélatonine, la dopamine, en réalité, sont produits dans l'intestin. Et leurs précurseurs arrivent du régime. Donc, ce sont des acides aminés essentiels. On ne peut pas produire le tryptophane si on ne mange pas du tryptophane. Et l'intestin, il y a 70% de notre système immunitaire dans l'intestin. Donc, c'est la principale surface que nous avons de contact avec le monde extérieur. Donc, il y a le premier test du système immunitaire contre les antigènes extérieurs qui sont introduits avec la nourriture. Et donc, le système immunitaire doit comprendre ce qu'on doit tolérer et ce qu'on doit attaquer. Donc, notre intestin est très important pour comprendre tout le système immunitaire. Donc, le système, pas seulement de l'intestin, mais aussi celui des mucoses et général. Donc, la fonction des intestins, ce n'est pas seulement des digestives, parce qu'on les donne pour fait. Donc, et si déjà on commence à penser à l'énergie dont on a besoin, nous arrivent des fonctions digestives, mais aussi de défense et tolérance immunitaire dans les autres aspects du système immunitaire. Donc, prévenir les infections, nous défendre, mais aussi prévenir les allergies et les maladies auto-immunes. Donc, tolérer ce que n'est pas dangereux. Donc, maintenant, nous avons beaucoup d'informations sur le fait que l'intestin est très important pour la régulation systémique, donc dans l'homéostase, mais aussi dans notre comportement. Donc, on doit, ça c'est sûr, apprendre à mieux connaître notre intestin. Donc, l'intestin est une barrière beaucoup plus simple. Il y a seulement une seule couche de cellules, il y a des jonctions et il y a une surface augmentée grâce aux villosités. Donc, la surface de l'intestin par rapport au celui cutané, c'est vraiment celle que vous pouvez voir dans la diapo. 1000 mètres carrés de l'intestin, si on le développe sur sa surface, et toutes les villosités qui le composent. Et c'est une barrière plus simple anatomiquement, mais il a une fonction beaucoup plus difficile. Moi, je suis dermatologue et donc je vois toujours la comparaison avec la peau parce que l'intestin doit faire passer certaines choses. On pense que c'est encore l'extérieur, l'intestin, dans notre organisme en réalité, parce qu'il doit laisser certaines choses à l'extérieur et doit les éliminer. Donc, c'est une barrière qui doit être sélective, tandis que la peau, en réalité, doit seulement garder tout au dehors, garder l'eau pour elle. Donc, elle n'a pas des fonctions aussi difficiles. Et on doit comprendre comment ça marche, cette barrière. C'est un objectif thérapeutique fondamental. Donc, quand nos intestins qui a une perméabilité, ça veut dire que notre barrière ne marche plus. Ça peut arriver pour certains facteurs, où il y a le stress, par exemple, entre autres, pour avoir une inflammation intestinale. Donc, l'intestin commence à être laisse passer trop de choses et cela nous donne une réaction dans notre système immunitaire qui se manifeste dans l'intestin, dans l'augmentation d'une inflammation intestinale en créant un cercle, on peut dire, avec des conséquences que nous étudions ces choses, on découvre que ce sont des conséquences qui vont beaucoup plus au-delà du passage des pathogènes. Mais on a une production des cytokines qui passent dans tout notre organisme et qui nous donnent des problèmes aux maladies auto-immunes, l'hypersensibilité, mais aussi des dérégulations neuroendocriniennes, des troubles de notre humeur. Donc,
on commence à manger beaucoup plus par rapport à ce qu'on a besoin, parce que c'est notre cerveau qui nous dit ça. Donc, on a problème aux lipides, par exemple, aussi, avec des pathologies qui sont très diffusées dans ces années. Et par conséquent, il y a des conséquences aussi sur notre peau. C'est rare de trouver une belle peau si on a des problèmes à notre intestin. Et c'est très facile de trouver des troubles intestinaux dans les patients dermatologiques. Donc, maintenant, si on commence à parler aux patients de dermatologie, on trouve que les patients de dermatite atopique ont aussi des ballonnements, nausées, vomissements, qui a acné aussi, halitose, constipation, ils ont la syndrome de l'intestin perméable. Cette forme de pathologie qu'on appelle le SIBO, c'est une prolifération des bactéries dans nos intestins. Les patients avec le psoriasis ont des troubles intestinaux énormes parce qu'on les utilise dans la psoriasis. Ce sont les mêmes médicaments qu'on utilise aussi. C'est-à-dire que les patients avec psoriasis ont aussi un syndrome métabolique hyperglycémie. Et donc, ce sont des problèmes qui ont donc, les pauvres, des patients qui ont des maladies auto-immunes, parce que l'auto-immunité, c'est une pathologie qu'on trouve dans l'intestin. Et donc, tous les progrès, on peut dire tous les progrès de la gastroentérologie d'ici 10 ans devra passer par la connaissance et le contrôle de cette perméabilité intestinale. On avoue que c'est une barrière complexe formée par les entérocytes, donc ces cellules, les jonctions entre les entérocytes et le mucus qui les enveloppe. Mais il y a un autre facteur super important, et c'est-à-dire le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est une population de bactéries. Il n'y a pas seulement les bactéries, mais aussi les virus, les mycètes, les protozoaires, qu'on utilise pour le fonctionnement du système digestif et immunitaire. Donc, si nous avons 1000 milliards de cellules, donc 200 et plus typologies dont on parlait avant, on a 10 fois plus cellules bactériennes dans nos intestins. Et si on les prend tous ensemble, elles sont très petites, donc c'est 1,6 kg, donc beaucoup plus du corps et du foie. Donc c'est vraiment un vrai organe qu'on n'a jamais soigné. Mais une chose encore plus impressionnante, et on vient de parler d'épigénétique, c'est la quantité des gènes qui ont ces cellules bactériennes. Ce sont 500 typologies des bactéries. Donc, ils ont 8 millions de gènes. Ce sont ceux qui produisent les protéines qu'on peut utiliser pour avoir des fonctions. Donc, ces gènes peuvent aussi moduler épigénétiquement notre génome, faire exprimer certains de nos gènes, et donc on doit les soigner. Ce sont des bactéries bons et pathogènes, mais ils sont en équilibre. C'est important d'avoir aussi les pathogènes parce qu'il y a un équilibre qui nous permet, donc ça c'est une échelle logarithmique, de façon qu'on ne va pas créer des problèmes. Si on a moins de bénéfiques, on pourrait avoir un problème. Donc la candidose, c'est un mycète, par contre, donc il n'est pas là. Mais donc quand il y a un déséquilibre, on peut avoir des problèmes. Cet équilibre, cette composition des bactéries change beaucoup dans les phases de la vie, donc est modifiée pour l'âge, par exemple, si on a fait un allaitement ou pas, et sont modifiés grâce aux antibiotiques. Donc, c'est la chose qui va influencer notre microbiote pendant notre vie. Et toutes ces bactéries ont énormément de fonctions. Ils vont développer le système immunitaire intestinal parce qu'ils ont antigènes et gènes qui sont différents.
et donc qui vont pousser la protection des infections et la tolérance. Ils vont contrôler le métabolisme de nos intestins, le lieu où ils habitent, et ils gardent notre santé. Donc, ils sont très importants parce qu'ils ont des fonctions pour nous que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ils produisent des vitamines qu'on n'arriverait pas à produire sans eux. Donc, ils ont des fonctions de barrière. S'ils sont là, ils vont empêcher aux autres bactéries d'arriver et de devenir des pathogènes. Donc, on peut éliminer des toxines grâce à eux. Et après, autre chose que l'on n'avait pas très vu. Donc, dans le schéma qu'on avait vu avant de la psychoneuroimmunologie, on doit insérer aussi nos intestins et le microbiote intestinal et parler de axe microbiote intestin-peau qui est lié à toutes ces pathologies. Si on va lier, ce sont les pathologies qu'on trouve dans les pays occidentaux où il y a une occidentalisation dans une période trop courte pour être liée à des modifications génétiques parce que les génétiques ne changent pas si vite, donc ça doit être quelque chose qui se trouve au-dessus des génétiques. Donc, quand il y a un déséquilibre, donc, on parle de dysbiose. La dysbiose, c'est un déséquilibre de quantité ou de qualité, une croissance excessive ou un manque de certaines bactéries ou, par exemple, un changement dans les équilibres et cela a une importance sur la fonction métabolique et sur la distribution le long du trait intestinal. Il y a énormément de stress et les antibiotiques, la diète, par exemple les aliments dont les gens parlaient avant, qui peuvent causer des problèmes sur la peau aussi. Par exemple, la manie de gêne. On a vécu dans les années où on doit désinfecter tout, stériliser tout avec le Napisan. Vraiment, quand notre enfant entre à la maison, on lui met du Napisan partout. Mais donc, on va tuer toutes les bactéries, les biens. Donc, il y a toutes ces pathologies, les dyslipidémies, les allergies, les intolérances, les maladies auto-immunes, les arthrites, les rhumatismes, mais aussi les maladies psychiques, donc la schizophrénie, l'autisme, parce que le lien est à double sens entre le cerveau et l'intestin. Et ça, c'est sûr. Par exemple, la fatigue chronique, la dyspnée, ce sont des pathologies qui ont été liées à la dysbiose, à l'altération du microbiote intestinal. Parce qu'on l'a dit avant, tous ces neurotransmetteurs qu'on considère comme cérébraux, en réalité, sont produits dans les intestins. Si ça marche tout le système, donc on produit la sérotonine qui nous donne la sérénité, mais aussi la dopamine qui nous donne l'adrénaline, après l'adrénaline, la noradrénaline, pour simplifier, qui nous donne la force physique, mais tout ça où il y a une eubiose. Mais si on a une dysbiose, c'est un problème parce que ces bactéries peuvent transformer le tryptophane en escométacol, que l'on trouve dans le test des urines, un des tests les plus utilisés. Mais si est porté de ces côtés, on ne peut pas avoir de sérotonine. Donc, la tyramine, il y a moins de dopamine. Donc, on a le Parkinson, on a une fatigue chronique. Donc, la sérotonine, par exemple, a la fonction de sérénité, bien-être, mais aussi des autres fonctions très importantes. Par exemple, le tryptophane pour la respiration cellulaire, la sérotonine qui va régler toutes les fonctions intestinaires et la thermorégulation. Donc, quand il y a un stress, quand il y a une dysbiose, par exemple, dans des situations, par exemple, du manque de cortisol, toutes ces réactions sont changées. Donc, le stress, c'est une réaction positive de notre organisme. Donc, quand il y a un stress, le cortisol, c'est très important dans la respiration cellulaire, mais peut-être moins important par rapport à d'autres choses. Le bien-être n'est pas si fondamental. Il est mieux avoir un peu d'anxiété dans le moment de stress, mais ça ne peut pas être une situation chronique. Donc la dysbiose est liée à l'immunité.
les pathogènes et les antigènes passent, le système immunitaire réagit de façon altérée et donc on commence à avoir des hypersensibilités et des maladies auto-immunes. L'intestin et le microbiote pourraient dans ce cas-là constituer donc un axe. Et c'est donc la dernière étape de notre voyage ensemble. Tout avait déjà été pensé, mais le problème c'était d'y repenser de nouveau. Alors je le dis parce que ce travail que j'ai découvert, c'est un travail qui date de 1930. C'était 2 dermatologues qui avaient étudié donc l'effet sur la peau d'états émotionnels et nerveux. Donc ils avaient pensé donc un système où il y avait donc un lien entre l'intestin et la peau et le cerveau. Les états émotionnels donc peuvent effectuer et ça pouvait donc altérer la perméabilité intestinale et proposer donc des probiotiques. Et c'est un travail, je répète, qui date de 1930, mais qui n'a pas été étudié après. Et donc c'est un véritable axe qui se crée. Donc, un régime déséquilibré, les antibiotiques, le stress provoquent donc une inflammation intestinale qui porte aussi à une inflammation donc, qui porte à des maladies de la peau. Et de nouveau, du stress qui passe aussi à la dépression, donc un régime déséquilibré. Et donc, c'est tout un réseau qui est connecté. Si donc il y a un rapport avec le microbiote, c'est-à-dire qu'on a découvert que les quantités est donc associée aux allergies. Il y a donc une distance de temps qui, peut-être pendant un moment, ne permettait pas de comprendre la réaction, parce qu'il devait passer 5 ou 6 ans avant que les premiers symptômes se présentent. Mais les éléments donc, les plus importants pour la construction des microbiotes, c'est celle donc cette de du microbiote à travers donc l'allaitement, à travers les microbes de la mère. L'hypothèse avait été formulée avec donc la manquance de germes environnementaux et donc des animaux domestiques qui avaient donc plus d'allergies. Donc ils ont fait cette étude en découvrant que le contraire, que les enfants qui vivaient dans les campagnes présentaient moins d'allergies. Donc, ils ont fait cette hypothèse qui a été donc approfondie sur les microbiotes environnementaux, mais intestinaux aussi. C'est-à-dire que ces stimulus infectieux, c'est-à-dire ces micro-organismes et les allergies augmentent. Parce qu'il y a donc un problème dans la dermatite atopique. On a vu que l'allaitement artificiel réduit donc augmente donc la présence de Clostridium et donc favorise la dermatite atopique en donnant en revanche des bifidobactéries. On réussit à contrôler donc les bactéries, ce qui se passe aussi donc chez les adultes, et ça augmente donc la qualité de la vie. Donc aussi ce produit par les probiotiques qui ont été administrés par voie orale. Aussi dans le cas de la dermatite atopique chez les enfants, les cytokines sont réduites. Donc on pouvait les mesurer comme en tant que saigne de l'énergie qui provoquait donc cette dermatite atopique. Donc on réussissait à contrôler donc, le système immunitaire. La dermatite, donc provoquée par les allergènes en stimulant la production de cytokines. En donnant des probiotiques à les femmes enceintes ou aux nouveau-nés, on a réussi à réduire le risque d'eczéma de presque 50% chez les enfants de 4 et 6 ans, aussi de 2 et 4 ans.
La même chose qui concerne l'acné. Les patients présentant de l'acné, la moitié d'entre eux donc démontraient avoir une altération de la flore intestinale. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une action anti-inflammatoire. Et nous l'avons toujours traité, on continue de la traiter avec les antibiotiques, puisque c'est donc un contresens. Si on voit ce qui se passe à la microbiote intestinale, on peut voir donc les différentes couleurs qui représentent les différents types de bactéries. C'est-à-dire avec une seule semaine d'antibiotiques, on voit le changement de couleur. C'est-à-dire que la diversité n'existe plus. Donc après une semaine, on recommence à avoir une diversité. Aussi après 12 et même 24 mois, la diversité microbiotique ne s'est pas reproduite. Donc prendre des antibiotiques pour traiter une maladie comme l'acné, et donc un contresens qui peut amener à avoir plus de dommages que de bénéfices. En revanche, en ce qui concerne la rosacée, la microbiote intestinale donc a une influence. On n'en a pas dit, mais donc le microbiote n'est pas présent que seulement dans l'intestin. Nous sommes recouverts de bactéries sur la peau aussi, dans le vagin, dans la bouche, mais aussi les mucoses respiratoires. Donc il y a beaucoup de microbiotes. Il y a certainement un équilibre entre eux, mais différent, puisque ceux de l'intestin sont donc des microbes qui sont en contact avec l'air. Donc le microbiote cutané est donc responsable de la rosacée. Et la rosacée est 10 fois plus fréquente donc, dans la SIBO. Donc c'est-à-dire... Et donc, on voit une amélioration de la rosacée. Il y a donc une normale aussi distribution de la flore intestinale. Et aussi, dans le cas de la dermatite séborique, c'est une maladie que nous avons toujours pensé qu'elle était causée par des champignons. Et en revanche, la dermatite donc, et le microbiote sont créés à cause des champignons. C'est-à-dire que c'est donc le déséquilibre entre les différentes espèces qui amène ces bactéries à devenir donc pathogènes. Donc ce n'est pas en détruisant celles-ci qu'on pourra détruire les autres et donc c'est-à-dire résoudre le problème. Dans le cas de la psoriasis aussi, on a trouvé un microbiote qui est aussi présent dans le système intestinal. Donc ce n'est pas forcément une coïncidence, c'est-à-dire que la même altération provoque donc des dommages sur l'intestin, mais aussi sur la peau. Et donc, en administrant des probiotiques, on réussit à réduire l'inflammation d'une manière générale et aussi la peau. On voit donc une diminution de l'inflammation. Et donc, non seulement pour ce qui concerne les maladies auto-immunes, mais aussi la sclérose en plaques. Donc, en diminuant l'inflammation intestinale, les maladies auto-immunes diminuent. Donc, voilà ce que l'OMS considère comme la définition de la santé, qui est très différente par rapport à celle dont parle le dermatologue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever une maladie, mais les symptômes, mais d'essayer de trouver un équilibre donc entre tous les systèmes psychiques de l'organisme pour retrouver un état donc, de bien-être qui se retrouve aussi évidemment sur la peau. Ça, en revanche, c'est une réflexion qui n'est pas scientifique, mais donc on ne peut pas bien penser ou bien dormir si on n'a pas bien mangé. Je vous remercie donc tous de m'avoir séduit, de m'avoir suivi. Donc, merci au docteur Pignat qui nous a illuminé sur le rapport profond qu'il y a entre ce qu'on mange, ce que l'on pense, ce que l'on est.